Donc, bonjour à tous, bienvenue au 25e épisode du Gateway Podcast, le podcast qui nous permet d'apprendre à connaître les personnages de la communauté StarCraft et leur parcours personnel avec le jeu. Donc c'est un podcast, c'est le 1 à 1 où j'ai préparé quelques questions fixes, mais les sujets sont grands ouverts et bien sûr on peut parler de tout et de rien. Je suis votre hôte Necro et aujourd'hui j'ai avec moi un joueur Zerg Master que l'on retrouve dans plein de Peep Mode et bien sûr dans nos tournois locaux également. Il adore parler de StarCraft et je suis excité de l'avoir avec moi aujourd'hui. C'est Neverwinter, comment ça va? Salut, salut. Ben, moi, ça va super bien. Merci, Necro, de me recevoir à ton podcast. Yes, absolument. Justement, on parlait de, tu sais, d'organiser le podcast et tout, puis tu mentionnais que tu étais en train de déménager en ce moment. En fait, tu viens d'où au Québec? Ben, moi, j'étais un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc au sud de Hmm, Montréal, un peu Rive-Sud, plus ouais. loin que la Rive-Sud. On va peut-être devenir la Rive-Sud un jour, avec l'expansion constante de la grande ville. Mais, C'est ça. dans le fond, moi, c'est ça, je déménage à Sherbrooke parce que je m'en vais à l'université. Dans le fond, Ouh! c'est ça. J'ai 21 ans. Je suis quand même un jeune quand tu compares ça, parce que j'ai commencé à jouer à Wings of Liberty en 2010. Ouais. Oh shit, ouais, parce que moi aussi, je commençais en 2010, sauf que moi j'ai 24, fait que toi t'avais 3 ans de moins que... Ah, dans le fond, t'avais presque genre 11 ans? T'avais 11 ans, ouais? 10, 11 ans? Exactement, man. Oh J'avais shit. 11 ans quand j'ai commencé à jouer à StarCraft 2. Oh my god. Mais c'est bien parce qu'à 11 ans, j'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi, entre 11 et 12 ans, c'est comme notre période le plus try-hard dans les jeux vidéo, même si on n'est pas bon, genre. C'est une période intéressante, moi, je trouve. Mais t'as vraiment raison, parce que honnêtement, j'ai commencé, j'étais pourri, mais genre être pourri m'a donné comme la motivation de vouloir jouer, puis Ouais. j'avais tellement de la drive là, dans ce temps-là, là, je pouvais tellement jouer de game. C'est comme... euh, j'ai l'impression que comme quand on joue un jeu pour la première fois, puis qu'on est comme un adulte, si ça marche pas, on se frustre bien beaucoup. Mais quand t'as genre 10, 11, 12 ans, c'est comme si tu te frustres, genre si t'es vraiment pas bon, tu veux juste te relever puis tu es resté encore. C'est comme être vraiment pas bon au vélo, mais genre tu t'en colles si tu t'es fait mal, genre tu te, tu te relèves puis tu Ouais, essaies c'est encore. ça. Exact, je pense que quand t'es un flow, t'es comme encore plus habitué de te planter, là, t'es Non, habitué de pas être bon dans des c'est ça, affaires. exactement, ouais. Là, on a comme trop d'orgueil puis d'ego avec le temps. Ah ouais, je sais qu'à quand en 10 et 12 ans, c'était la période de temps où je jouais plus à la PlayStation 2 dans ce temps-là. Puis, genre, même si ça me prenait genre 2 ans, puis il fallait que je réessaye des niveaux encore et encore et encore, c'est là où genre je battais genre des jeux vraiment vraiment tough parce que genre, ben, en tout cas c'était pas tough pour moi dans le temps là, mais comme je m'en foutais si c'était tough, c'est comme je pouvais refaire un niveau genre 11 fois, mais je vais jamais abandonner là, je vais juste réessayer encore là. Euh, c'est pas la même chose pour que ce soit StarCraft ou n'importe quel autre jeu là. Euh, Ah, j'ai gardé cette attitude-là, par contre, moi, avec les jeux que j'aime bien, là, mhm, genre, quand je m'investis, je bûche vraiment, genre, je grind beaucoup de games, mhm, je pratique beaucoup, là. Même à StarCraft, depuis que je suis revenu jouer, je fais beaucoup de custom games. mhm. Ouais, j'ai l'impression, tu sais, je sais pas si t'as connu le concept du ladder anxiety, surtout à StarCraft et tout. Euh, je pense pas que c'était même imaginable pour nous à comme 10, 11, 12 ans d'avoir du ladder anxiety en ligne, là. C'est comme tu t'en fous si tu te pètes la gueule, là. C'est comme tu réessayes encore et encore, là. C'était... Ouais, exact, j'avais pas tant... Tu sais, j'étais bronze au début, donc j'avais pas tant d'orgueil non plus. Ouais, non. Je pouvais juste monter. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est cool que tu déménages justement à Sherbrooke. En fait, j'habitais là, je suis allé au cégep là. Euh, c'est vrai parce que tous mes frères et sœurs ils étaient allés à Montréal. Puis moi, je disais fuck it, je vais dans une ville inconnue à 3 heures de où habitaient mes parents dans le temps. C'est que j'allais à l'école là pendant comme 2 ans. C'est cool que tu y vas maintenant. T'as-tu déjà habité à Sherbrooke ou? Non, j'ai habité à Saint-Jean, dans le fond, toute ma vie. Ok. Puis c'est la première fois que je déménage, mais j'ai Mhm. vraiment bien hâte de m'en vais en éducation. Dans le fond, je m'en vais en enseignement du français au secondaire. Ouh. Ouais, en fait, Sherbrooke, c'est comme la ville à enseignement. Je me rappelle, mon prof au secondaire, il a dit qu'il avait étudié à Sherbrooke pour devenir prof, genre. C'est vrai que Ouais, mais ça fait c'est bien ça, de c'est quand sens. même bien reconnu, là. Ça paraît bien après Hmm. quand t'as ça comme diplôme. Je présume que c'est l'université de Sherbrooke que tu vas? Que tu vas? Ouais, 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 exact. ouais. Je sais qu'il y a l'université Bishop qui est genre weird. C'est comme au sud de Sherbrooke, genre sur un autre type de frontière ou je sais pas trop quoi. Je sais pas si... Euh,
sais pas si Sherbrooke, il y a une frontière. Si tu vas assez loin au sud, genre, il y a la frontière avec l'Amérique, là. Pas si loin que ça. Mais ouais, c'est ça, je pense qu'à un moment donné, tu te rends, là. À un Ouais. moment donné, tu dois te rendre. Avant de si tu continues d'aller sud, là, tu vas le pogner dans genre C'est une ça. heure, là. Ouais, à peu près. Tu prends ta boussole, là, tu fais Jack Sparrow type shit. Hein. Yeah, that's it. Oh my god. Je parlais aussi du fait que tu participais pas mal récemment à des tournois. Comment est allé le tournoi des Bigs pour toi? Le tournoi 2 des Bigs? Ben, ça a quand même bien été. On n'était pas beaucoup, je pense qu'on était 7. Mhm. J'étais seedé 7ème, j'étais le plus low rank. Mm. Puis j'ai réussi à prendre une map sur Jig. J'étais quand même Oh! content. Je lui Oh ai my fait un god! gros cheese. Yo, j'ai vu ça sur le bracket. Après, quand je suis revenu, je suis comme, c'est une erreur? Nah, Neverwinter. What? Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, sur ce game-là? j'ai juste pris la game 1 comme un filou, là, comme un voleur. J'ai fait un beau petit rush avec mes drones puis un 12 pool. Puis j'ai fait 3 spines autour de sa pool. Wow. Mais Oh, tu sais, autour de la si poule, tu ouais. le vois pas venir, ça passe. Là. Je m'étais préparé, je savais que Jig il open souvent genre greedy avec une hatch, gaz pool. Mais tu sais, Jig est vraiment bon à défendre les 13-12, à défendre les 14-13-12 aussi, genre. Mais les drone pull, spine crawler rush, ça c'est autre chose. Non, mais c'est juste dur à haut point, là. C'est souvent comme un coin flip si tu peux Ouais, réussir à avoir le meilleur surround. Là. Ouais, c'est ça. Ben, la face c'est que plus tu fais des choses agressives early, moins il y a comme de micro slash decision making possible. C'est comme, si tu pulls les drones au bon temps puis à la bonne place, ça c'est comme, il y a 2 décisions là-dedans. Genre. Après ça, c'est comme, il y a seulement autant que tu peux micro tes drones, là, à part tu sais, le nombre de drones sur chaque. En tout cas, c'est. Ouais, puis quand tu Ça peut micro passer. aussi, pas si pire que. Tu sais, je l'ai fait pas mal, le build, on va dire, je l'ai préparé. Parce qu'après ça, je l'ai refait à Kraken, puis j'ai repris une game aussi. Parce que Mhm. ça a été un bon back and forth avec Kraken plus tard. Mhm. Mais c'est ça, ce build-là, je l'avais préparé, puis je me suis dit, à chaque première game, je vais faire ça en ZVZ. Juste tout le temps de Mhm. cheeser la première game. C'était quelle map, juste curieux, contre Jig? Je pense que c'est Everdream, mais je sais pas. Je vais Hmm. aller regarder en fait. Parce que j'essaie de penser voir si. Parce que dans le fond, il aurait fallu qu'il le voit pas avec son Overlord, right? Parce que si tu vois les drones, là, t'es comme oh shit. Ouais, c'était sur Everdream. Mais je pense que j'ai évité sa vision pour vrai. Hmm. Mais il a cancel sa hatch, mais ça a juste été trop rapide. Ouais, for sure. I mean, dès que tu plantes les 3-5 là, puis dépendant aussi du placement de sa pool, tu peux utiliser sa pool contre lui un peu. Ouais, il Euh, pouvait pas vraiment avoir de surround parce que je les ai collés dessus. Puis tu sais, ouais. t'es collés ensemble aussi, fait que c'est plus dur. Celui du milieu, Mhm. il est tough à atteindre. Ouais. C'est comment tu penses que c'est la meilleure réaction contre ça? Si quelqu'un te fait un drone pull avec des links, genre, qu'est-ce que tu fais personnellement? Genre, comment tu Ben gères ça? ma technique, c'est d'essayer. Moi, je pose tout de suite toutes mes drones, puis j'essaie d'empêcher les spines de land si c'est possible. Ouais. J'ai vu des joueurs qui mettent leur spawning pool loin sur le creep pour voir arriver plus vite. Il y a des spines qui sont cachés, comme l'utiliser comme scout en même temps. Du Ouais. monde qui garde leur overlord à des endroits plus bizarres. Mhm. Mais faut que tu le vois venir parce que s'il arrive à ta B2 et que tu l'as pas vu venir, c'est sûrement GG. Ouais. C'est une question de secondes là-dessus, puis je me rappelle quand Scarlett l'a fait contre Dark, puis elle a failli se rendre genre au prochain round aussi, c'était à une game contre Dark, puis son vouloir de le spotter à la dernière seconde. Mais ce que Dark a fait, si je me trompe pas, en fait, c'est qu'il a posé ses drones, puis il a essayé d'empêcher les drones puis les Zerglings de monter à la rampe. So, il les a amenés à la rampe juste avant qu'ils arrivent. Puis à moins que tu drone drill pour comme sortir de là puis commencer tes spines, tout d'un coup tes spines ils commencent genre 6, 7, 8 secondes plus tard. Puis après Ouais, ça pis t'as tes Zerglings et tout. Ouais. si tu splits les Zerglings des drones, t'es censé avoir plus de drones. Mm. Aussi t'as moins de surface area, tu sais, sur la rampe aussi. Il y a seulement genre quoi 4 drones ou 4 Zerglings qui peuvent attaquer à la fois, genre. So, ça te fait un mini choke point en même temps, ça t'aide à gagner du temps. Puis, mais il faut Ouais, c'est sûr. mais il faut que tu pulls les drones au bon moment parce que si jamais ils montent déjà la rampe, ben là tu peux rien faire là. Ça, c'est certain pour vrai. J'ai jamais vu quelqu'un le faire. Là. Faudrait que je regarde la game avec Dark parce que c'est sûr que Mm. ça doit être une bonne méthode quand même de ralentir. Le but, c'est d'acheter des précieuses secondes pour sortir tes Zerglings. Ouais. Puis en plus, il avait fait, je pense que c'est comme 18 pulls ou de quoi de même. C'était sur Simulacrum, je me rappelle. Mais c'est, ouais, il a fait genre 17 hatch, ensuite 18 gaz, 17 pulls. C'est comme super fucking greedy, genre. Mais il est quand même old. Ouais. Puis ça, c'est parce qu'il savait comment gagner le plus de temps possible, là, mais oh boy.
C'est plus facile à dire qu'à faire, mettons. Ouais, mais le Zerg contre Zerg, c'est un match-up qui est cutthroat, là. C'est vraiment. Ouais. Ça, C'est un double-edged sword souvent, là. Tu peux t'empaler sur ton cheese. mhm. Pour de vrai, c'est moins cutthroat qu'à Brood War. À Brood War, c'est encore plus ridicule. Je pense qu'à Brood War, genre les ZVZ, tout le monde restait sur comme 9 drones. Puis c'était juste littéralement juste des all-in de Zergling constamment. Puis éventuellement, tu t'en vas sur Lair pour faire des mutas sur 9 drones. Genre, c'est comme tu fais jamais d'autre chose parce qu'il n'y a pas d'inject, right? So chaque larve est tellement précieuse que genre tu fais juste quelques drones puis tu masses Zergling toute la game. C'est c'est un peu intense. Je pense que c'est pour ça aussi, je sais pas si Tastosis l'a dit, mais je pense que c'est à cause de Brood War que le Korean ZVZ c'est tellement agressif tout le temps aussi, comparé au style européen. Mais Ouais, mais ouais. moi aussi, je suis comme ça. Je préfère faire des unités qui attaquent que des drones souvent en Zerg contre Zerg. Mhm. Je préfère à celui qui met de la pression. On dirait que c'est plus facile. Ouais, On dirait ben, que pour de vrai, tu forces l'autre à faire des erreurs. aussi ça fait changement parce que toutes les autres match-ups, on apprend tellement des longs builds aussi, puis juste comment à macro, comment aller late game ici et tout, que c'est bien d'avoir un match-up où tu peux commencer agressif au lieu de commencer économique, right? Ça fait juste changement en temps de style de jeu. C'est la même chose avec Ouais, TVT, j'aime ça ouvrir agressif, mais le problème c'est que avec le temps, plus la méta évolue, plus on sait comment tout bien hold, moins on joue agressif early game, right? exact. Ouais. Ben, honnêtement, moi, j'ai toujours été un joueur Zerg super in your face. Mhm. Low drone count, beaucoup de timing. Mais récemment, c'est ça, je commence à bien l'apprécier. Tu sais, monter à 88 drones, là, puis prendre toutes les grosses maps. Surtout que les maps sont vraiment Zerg-oriented dans le ladder pool en ce moment. Ouais, je dirais ouais. Les maps sont grandes, mais comme le layout des bases, je suis pas trop sûr si c'est bien pour Zerg parce que c'est quand même un peu choky et tout. Euh, Mais ouais, je dirais que le map pool il est relativement balance. Les maps sont quand même grosses, je te l'accorde for sure. Ah, moi, je trouve que c'est le fun en ce moment. Il n'y a pas vraiment de map dégueu, là, comme on a déjà eu plusieurs en même temps, là. Euh, T'aimerais-tu en nommer parce que la face que, tu sais, à chaque saison, ils essaient toujours de mettre une map rush, puis ça, c'est la map que tout le monde déteste, right? Euh, mais ce serait quoi des maps ou y a-tu des maps qu'il y a déjà eu sur le map pool que t'as détesté, là? Ok, a déjà eu, ben, hey, je joue depuis 2010, je pourrais t'en sortir une grosse liste. Ah, Mais, nomme-moi ça genre 5 maps que tu détestais, genre dans le map ben, pool. la pire ever, c'est Coral Carnage Knockout. Core Hawk Carnage Knockout, ouais, absolument. La map que t'avais des roches à côté de ta B1. C'est cave parce que c'est genre une map quasiment de FFA. C'était tellement pourri, puis ils ont mis ça en 1v1. Ouais. Euh, pour vrai, j'ai jamais compris celle-là. J'essaie de trouver des games sur des. C'est la dernière saison, là, il y avait vraiment des maps bizarres, là. Euh, Je pense que je les avais toutes veto, fait que j'ai pas vraiment de game dessus. je présume Zan, t'aimes peut-être pas ça? Ah, mais Zen, c'est moi. Moi, les maps avec des minerals. Golden Wall, ça passe, mais les maps qui sont bloquées par des minerals, là, c'est une grosse mode, ça. Ouais. Genre Redshift aussi avec la Gold Base Mineral Wall derrière ta main base. Ouais, Ça mais c'est. il essaie des nouvelles choses, pis Ouais. tu veux pas te plaindre. Ça spice up le game un peu. Hmm. Le pire en plus, maintenant que tu me dis Cornhole Carnage Knockout, c'est qu'il y a une game set qui s'est faite entre Showtime puis Nerdchio pour un WCS title, puis c'était sur cette map là. Puis Ah, moi aussi. je feel bad pour Nerdchio parce que c'est Showtime qui l'a eu à la fin. Moi aussi, je Oh peux my god. feel pour notre show. J'ai déjà joué un best of 5, puis on avait oublié cette map-là. Ça s'est ramassé à être la Deciders Game, puis on s'est Ouais. rendu à 5ème game. Oh my god. C'est terrible. Non, ouais, pour ceux qui savent pas c'est quoi Core Hall Carnage Knockout, c'est comme une map où t'as une. Comment le décrire? C'est comme une grosse roue. T'as une B1 avec une B2 à côté. Et puis, dans le fond, c'est comme une espèce de map de FFA où juste ce setup-là, ça se reproduit comme 8 fois. Puis le truc, c'est que, en termes de spawning location, il y a comme 8 spawning locations. Puis les deux joueurs peuvent spawner dans n'importe quelle place.
Ouais, une map de 1v1 C'est une... avec 8 spawn locations. en rotation, ben pas en rotation, mais c'est comme ouais, c'est ça. Toutes les bases sont en cercle, right? Ça, au total. Ouais, mais ça vaut la peine pour vrai d'aller écrire ça sur Google, d'aller Oh, voir ouais. l'image sur Wikipédia parce que t'avais des roches à côté de ta B1, mais t'avais aussi des roches sur ta rampe que tu pouvais casser, puis là ça bloquait ta rampe. Ouais. Donc c'était toute une aventure comme map. Oh, ouais. My god. Euh, Moi, je me rappelle aussi d'une autre map que je détestais pas mal beaucoup. C'était Core Hall. Ça commence avec Core Hall aussi. Core Hall Sky Island. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouf, ça, je pense que ça devait être dans le temps que je jouais pas, Ça, c'est Art parce of que the ça me dit Swarm. rien. Ouais, ça, c'est Ah! Art of the Swarm Early, je pense. C'est Core Hall Sky Island. C'est une map où tu pouvais spawner. C'est toujours spawner cross map. Puis quand tu spawns, euh, genre à. Attends, 2 secondes. À 5h, puis comme à 11h, c'était un type de layout. Puis quand tu spawns dans l'autre sens, c'était un autre type de map quasiment, right? Ouais, je viens de le typer sur Google, puis c'est Core Hall Floating Island, Oh, je pense. Floating Island. Ouais, ouais, ça se peut. Ouais, Ouais. Ouais, puis exactement, man, c'est... Ça, c'était C'est dégueulasse que... comme pour de vrai, Ouais, parce que c'est... t'avais 2 ouvertures sur les 2 côtés, puis c'était les 2 des cooling towers, genre, ça fait que c'était des pas des destructible, mais c'était des collapsible rock. Ça fait que dans le fond, tu pouvais fermer oh my god, c'était juste de la merde. Puis ta deuxième base, bien sûr, était comme complètement ouverte à n'importe quel airdrop, là. C'était Ouais, pas une ben, bonne map. juste la regarder à nouveau, c'est juste... Même le layout qu'on pourrait dire normal est pas vraiment nice à jouer non Oh, plus. non. Les 2 diagonales sont bad, ça devait être un beau veto. Oh, Une belle map à veto. ouais, Mais après ça, ils se sont inspirés de ce layout-là pour faire une de mes maps préférées, le King Sejong Station. Je sais pas King Sejong Station est venu avant en fait. Je suis pas mal sûr parce que King Sejong Station. En fait, je voulais justement en parler parce que ça me rappelle un petit peu de ça aussi, c'est vrai. Je pense que c'est venu fin. Fin Wings. Ah non, c'était peut-être Heart of the Swarm. Attends, je suis curieux en fait maintenant. Mais ouais, c'est. En termes de. Sinon, tes maps préférées ever, c'est quoi tes maps préférées? J'aimais beaucoup Whirlwind à Art of the Swarm. Whirlwind, c'est vraiment un classique pour le vrai. Je pense que c'est considéré la meilleure map 4-player ever. C'était vraiment une fun map à jouer. Antigua Shipyard pour mes Wings of Liberty Boys. Ouais. Antigua Shipyard, pour ceux qui savent pas, dans le trivia, c'est la map qui a eu sur le map pool le plus longtemps de suite. Ça a été là presque 2 ans de suite, c'était 19 mois de suite. C'était juste une excellente map. Ouais. C'est vraiment une excellente map. Puis honnêtement, c'est une map bizarre à dire, là, mais j'ai vraiment adoré Newkirk Precinct. La map qui était faite comme en U avec le gros airspace, mais pas de inhibitor zone, vraiment. Enjoy that airspace, puis on joue en left contre right. Ouais. Newkirk Precinct, je suis très familier avec pour 2 raisons. De un, c'est ma deuxième map préférée of all time. Juste le layout, il y a une affaire sur cette map-là. Je pense que c'est le fait que la majorité de la map est très très flat, c'est très très plat. Ce qui fait en sorte que j'ai l'impression que quand tout le terrain est flat, ça encourage beaucoup de fight. Puis ça a donné justement une des meilleures games of all time, qui est Innovation contre Teja. Je sais pas si c'est Game 1, Game 2 ou Game 3. Mais vous pouvez le trouver, c'est Innovation contre Teja, c'est Art of the Swarm. C'est la meilleure activité que j'ai jamais vue de ma vie. Parce que c'est Constant Battle, c'est mech contre bio, un classique. Puis c'est sur Newkirk Precinct. C'est vraiment une super bonne map, for sure. Ah, c'était vraiment une map tellement cool en split situation, ou une map que tu pouvais vraiment abuser. C'était vraiment flat open, comme tu dis, il y avait pas tant de ramp. Fait que ça forçait pas des gens à jouer plus turtle, c'était plus tu fais une push, t'essaies de contrôler le centre, t'essaies de pusher du côté de l'autre, prendre ses bases si tu peux. Là. Ouais. Parce que tu sais, dans la majorité des autres maps, c'est comme t'essaies de trouver comment tu fais pour monter les rampes, pour comme trouver d'autres chemins. Mais là, il n'y avait pas de chemin, c'était juste tout ouvert. Ça fait que tu fais juste te battre tout le temps, genre. Tout le monde était très confortable à se confronter là-dessus. Ça faisait des games vraiment excitantes selon moi. Là. Ah, pour elle, les games avec des Terrans sur cette map-là, c'était vraiment incroyable. Ben, les autres aussi, vous devez probablement trouver ça assez nice parce que tu sais, tout le milieu aussi, c'est vraiment open, c'est super facile à creep spread.
puis juste masse gros surround là tout le temps. Oh yeah, puis Dieu sait que j'aime ça, Creep Spread. Creeps, let's go. Mais ouais, en fait, comment tu décrirais ton playstyle? Ça veut dire que t'étais quand même très agressif, aggro. Si t'aurais à le décrire en quelques lignes, genre, Ben, c'est quoi ton game plan? j'ai comme deux modes un peu, là. Si je sais contre qui je joue, je vais vraiment m'adapter. Je suis un joueur tu sais, je fais de la préparation, si on veut, à mon adversaire. Mhm. J'essaie de m'adapter puis de downloader, si on veut. Mhm. Mais sur le ladder, je suis vraiment quelqu'un qui se fout un peu de ce que l'autre fait, puis je fais lui rentrer dedans avec un gros timing push à chaque game. Mhm. C'est vraiment c'était mon style. Depuis le début de Legacy of the Void, j'ai tout le temps essayé d'être celui qui met de la pression, puis jamais arrêter, puis jouer de l'autre côté de la map, parce que c'est tout le temps Mhm. plus facile, à mes yeux. Mhm. J'ai l'impression aussi que t'es beaucoup plus quelqu'un qui, genre, justement, qui fait des Ling Roach timing, mais qui aime beaucoup plus le Ling Ravager style plutôt que Ling Bane, de ce que je vois en général. Ouais, mais j'aime beaucoup jouer Link Muta en ZVT. Mhm. J'ai essayé au début en Z contre Protoss, là, Mhm. quand j'ai fait comme le premier gros tournoi, puis le tournoi des Bigs, j'aimais bien jouer Link Muta contre Mhm. Protoss. Mais là, je commence vraiment, je m'inspire beaucoup de ce que les Coréens font, puis ils font des gros push Ravager Link, comme tu dis, puis c'est Mhm. vraiment un style que j'ai adopté en ce moment. Ouais, Link Bane Ravager, c'est pas mal comme ça que je joue le ZVP aussi. C'est vraiment très solide. Puis le truc, c'est que les Ravagers, non seulement ça contrôle vraiment bien, tu sais, comment l'autre armée doit bouger. Tu sais, genre, ils doivent respecter les Ravager Biles, dans le fond. Ils peuvent pas juste te rentrer dedans comme si c'était des Hydralisques. Puis aussi, ils se font pas faire des extra damage contre des Mortals. Fait que là, tu peux faire plein de Bane avec ça. Les surrounds, ça se fait bien aussi. Le seul truc, c'est le anti-air, right? C'est très... Si jamais ils ont le temps d'aller sur du carrier ou de quoi de même, tout d'un coup, t'as pas d'Hydra, t'as pas de Spire, c'est comme, ah, fuck. Ouais, c'est ça. Souvent, je fais juste faire un Hydralisk Den au cas où, puis je me ramasse en fer, là, parce que c'est Mhm. rare que quand tu joues une grosse macro game contre Protoss, qu'ils vont pas faire une transition que t'as besoin des Hydralisks. À un moment donné, les Roach, ça fait plus assez de dommages, là. Mhm. Ouais, for sure. Mais en général, la face c'est que t'es tellement agressif que souvent, ils arrivent pas à se rendre, là. Donc, c'est pas mal. Ouais, mais c'est ce que Changer de j'essaie de style. faire, mais je pratique aussi beaucoup ma macro. En ce moment, je joue beaucoup sur Europe aussi. Mhm. Puis j'essaie vraiment de juste faire des grosses macro games où je prends des bonnes décisions macro. J'essaie de out-upgrade, out-scale. Mhm. Puis j'essaie de ramener ce mode de jeu-là aussi dans mon. Tu sais, faire comme un. Pouvoir manier les deux côtés, là. Mhm. Être très agressif une game, être super macro l'autre, puis ça peut throw off beaucoup de monde dans une série. Oh, for sure. Il y a tellement de stades dans une game de StarCraft 2 qu'il faut pratiquer, genre le early game, le mid game, le early mid game, le mid late game, puis le late game, puis le ultra late game. C'est comme ça. T'as tellement de stades qu'il faut pratiquer que c'est impossible d'être bon à tout, là, pour de vrai. Il y a des stades ultra late game, là, genre que la majorité des personnes voient pas parce que c'est tellement des longs games, right? Ah, quand la Faut map absolument commence à être pratiquer là. mine out 25 minutes plus, là. Ouais, puis t'as plus de workers, puis t'as littéralement juste des grosses armées, puis que c'est tout très minutieux, genre. Ouais, ça c'est Ouais. tough comme game. Shout out à Petit Chinois Bleu pour notre game sur Submarine qui a duré une demi-heure l'autre fois. Ouais, ça c'était absolument insane, c'est vrai. Puis ouais, il était à quelques décisions proches aussi de l'avoir, mais c'est ça, c'est quand t'as des situations tellement hectiques comme ça que t'es pas trop sûr c'est quoi les unités qu'il faut que tu priorises, qu'il faut que tu gardes en vie. Parce qu'il y avait un Battle Cruiser qui était vraiment genre en position pour comme carry la game. Le problème c'est qu'il il l'a jamais ramené chez lui pour tu sais le full repair, c'est dit genre il faisait juste le rusher à droite et à gauche pour essayer de dealer avec toutes les links puis les Zerglings puis tout ça. Mais il a oublié de le repair, éventuellement il l'a perdu puis il pouvait plus le refaire. So. C'est Ouais. que StarCraft, c'est un peu comme. C'est comme un combat de UFC, si on veut. Il y a tellement de techniques, il y a tellement de coups qui sont permis, puis on dirait que plus ça avance, plus qu'on perd notre composure, puis plus ça devient comme chaotique, là. Oh ouais. Ouais, for sure. Euh, T'es juste pris dans le moment là, c'est comme. Ben la fin aussi c'est que quand t'es dans une game de StarCraft 2, c'est tellement c'est tellement intense que tu peux pas penser activement, right? Genre au jeu pendant que tu joues, c'est juste ton cerveau fait des décisions parce qu'il faut que t'en fasses à peu près 3 par seconde quasiment des décisions genre. Ou des micro-décisions à ce point-là. Je sais pas si c'est déjà arrivé à toi, mais genre, y a-t-il déjà quelqu'un qui a pause comme mid-partie, genre à 10 minutes dans la game, puis tout d'un coup, tu pouvais genre penser à ce que tu dois faire à partir de là, puis tu réalises que genre, il y a plein de choses que tu dois faire, mais
il y a comme un moment où t'es capable de penser à ce que tu dois faire next au lieu de juste faire des trucs. Ah, c'est sûr, il Ouais. faut que ça spinne vite dans ta tête là, quand tu joues à StarCraft, mais on dirait que moi, je suis tellement comme hyper. Comme bing bing bing, ça va vite dans ma tête aussi. C'est comme un gros hamster qui spin. On dirait que StarCraft, pour ça, c'est parfait. Mm. On dirait que ça me permet comme de passer toute cette énergie de concentration-là que j'ai, que Mhm. ça me permet vraiment de réaliser comme mon toc au complet, pouvoir tout contrôler en même temps. Mm. Ouais. Moi, j'adore StarCraft pour ça, parce que je sens vraiment que le mouvement et le contrôle que j'ai sur ce que je fais dans le jeu, tu sais, c'est absolu. Mhm. C'est aussi pour ça que j'adore jouer à Super Smash Bros. Melee, parce qu'on dirait que le nombre de mouvements que tu peux faire, puis avec le nombre de techniques qui sont là, t'as un contrôle incroyable, puis moi je pense que c'est ça qui fait que j'aime un jeu, c'est quand je peux avoir un contrôle sur ce que je fais qui est à 100%, là, comme si je contrôlais mon corps. Damn. Moi, je savais pas que tu jouais à Melee aussi, en fait. Moi, je joue à Melee, ça fait genre à peu près un an. Je joue avec Dunley, en fait, relativement. Ben, je vais recommencer à jouer souvent, justement, parce qu'il y a le nouveau online là, de Melee. Ouais, So, avec le rollback, là, que ça a l'air quand hell, même fou. hell yeah. Ouais, je viens de le downloader. Je pense que je joue avec Dunley, un autre joueur à peu près de ton niveau, je te dirais. Qui joue beaucoup à Melee, qui me pète la gueule tout le temps, mais whatever. C'est Ouais, le fun mais quand même. c'est un jeu pour vrai que c'est la différence de skill est incroyable, là. C'est un peu comme StarCraft, c'est exponentiel, là. Oh ouais. Le skill cap est inatteignable, c'est un peu ça qui rend le jeu magnifique si on veut. Mhm. Ben, le truc, c'est que c'est aussi des 1v1, ça fait que tout ce que tu fais bien, c'est à cause de toi. Tout ce que tu fais mal, c'est à cause de toi aussi. Donc, il y a beaucoup de similitudes, puis c'est pour ça que justement que j'aime ces deux jeux-là aussi. Euh, Définitivement un côté vraiment gros skill cap pour Melee aussi. Euh, hmm. Ouais, on dirait que vu que j'ai commencé jeune à jouer à StarCraft, qui est quand même, tu sais, un jeu exigeant, mais que j'adore StarCraft, on dirait que tous les autres jeux que je joue, j'accroche pas si c'est aussi exigeant ou Mhm. similaire. Mhm. Il faut que ça soit quand même un jeu que je mette de la pratique dedans pour que j'enjoy. On dirait que j'aime pas ça, je vois un jeu qui est comme brain dead. Ouais, c'est- moi j'ai commencé à réaliser ça aussi, puis comme quand à chaque fois qu'il y a des sales genre sur Steam, je suis comme non, achète-les pas parce que tu sais que tu vas pas les jouer. À moins que c'est un jeu que tu sais que tu vas jouer beaucoup. Puis il y a juste deux autres jeux que je joue autant, pas autant que StarCraft, mais comme que je joue beaucoup comme StarCraft. Ça c'est genre Melee, puis c'est League of Legends. C'est genre les deux autres jeux que je joue beaucoup. Tous les autres jeux que tu pourrais possiblement acheter, je vais soit y jouer une fois pendant 10 minutes ou je vais jamais jouer. So, juste abandonner là-dessus. Moi, je pogne des builds des fois où je pogne un break des jeux compétitifs. Là. Moi, c'est Dota que je joue plus que League of Legends. Mhm. Je pogne des phases où je joue beaucoup à Dota, quasiment juste à ça. Comme là, je pogne une phase où je joue quasiment juste à StarCraft. Mais entre ça, souvent, je me ramasse à jouer comme à Skyrim ou à Oblivion. Tu sais, Mhm. des bons RPG comme ça que je Mhm. mode beaucoup. Puis j'adore ça aussi. Fait que, tu Mhm. sais, j'ai comme ce mode casual-là des fois qui embarque. Là. Mhm. Mais sinon, j'aime ça aussi, un jeu qui me permet de me dépasser, tu sais, puis de faire des choses que tu sais, mécaniquement, outplay des gens, je trouve que c'est incroyable comme feeling. Là. Ouais, ben, ça montre aussi que le jeu il est beaucoup plus deep que la majorité des autres jeux. C'est quand tu peux voir la différence de skill, puis que le temps que tu mets dans quelque chose, ça peut paraître aussi. C'est pas nécessairement tous les jeux qui est capable de te montrer ça, right? Bon, il y a des jeux qui sont limités par leur mécanique. Là. Mhm. Genre, tu vas pas insane outplay quelqu'un à Mario Party, mettons, là. Genre, Je veux dire, j'ai déjà vu quelqu'un me péter à Mario Party, là, qui ouais. a gagné tous les minigames, là. Mais je pense que c'est comme n'importe quoi, là, c'est de la pratique, puis à un moment donné, tu deviens Mhm. bon. Mais il doit y avoir un skill cap un peu plus facile à Mario Party 3 qu'à Ouais, StarCraft mettons. 2. C'est plus comme quand tu connais toutes les minigames, genre, tu devrais être pas mal good à partir de là. Ouais, mais c'est ça. Puis à un moment donné, tu développes tes petites mécaniques, tes petites techniques, tes Mhm. petits speedruns. Mhm. C'est quand la première fois que tu as joué à StarCraft 2? Puis c'est quoi les événements qui ont fait en sorte que tu es arrivé là? Genre, est-ce que tu l'as vu dans un magasin? C'est-tu un ami qui t'a montré ou. Ouais, mais c'est un de mes amis quand j'étais au primaire, en fait, j'étais en sixième année, je pense. Mhm. Puis on allait souvent gamer chez eux à l'ordi. On jouait à Age of Empire, Age of Mythology, des jeux de même. Mhm. Déjà, on jouait à des RTS depuis qu'on avait comme 9 10 ans.
Mais là, son frère, lui, qui jouait à Warcraft, il avait été dans la bêta de Wings of Liberty, puis on voyait ça, puis on trouvait ça incroyable. On était genre, oh my god, c'est quoi ça? Des aliens, des Zerglings qui fry, tu sais, les animations sont différentes. C'était pas comme StarCraft 1, tu sais. On avait joué à StarCraft 1, tu sais, j'avais fait de la campagne. Mais j'avais pas tant accroché, justement, parce que c'était vieux, je trouvais ça vieux, je trouvais ça pas beau. Ouais. Je trouvais ça contraignant les 12 units parce que je venais de Age of Empire où ce que tu pouvais tout contrôler quasiment ton armée d'un moton. Ouais. Je trouvais ça tellement comme limitant. Mais quand j'ai vu StarCraft 2, pour vrai, j'ai tout de suite voulu aller l'acheter. Donc à peu près, je pense, en juin 2010, j'ai eu ma copie de StarCraft 2. Ouais, en juillet, en fait, je pense que le jeu est sorti en juillet, là. Ou en août. Puis je me suis rank bronze la première saison. Ouais. Comme la majorité du monde, je pense. Moi, j'ai commencé bronze. Sempra a commencé bronze. Je pense que c'est très normal de commencer bronze. Il y a quelques personnes, des fois, qui commencent silver. Ça dépend si t'as déjà un précédent avec d'autres jeux. Genre, si t'as déjà joué beaucoup à Brood World, des fois, tu commences pas mal silver là, à StarCraft 2. Ben, disons que j'étais jaloux des frères de mon ami qui, eux, jouaient à Warcraft 3 puis avaient joué à StarCraft 1, qui se sont rank Platinum en commençant, puis qui ont get Diamond en comme 20 games, puis Diamond c'était plus haut rang. On les voyait quand même comme des héros, là. Ils comprenaient des choses que nous, on comprenait pas. Là. Ouais, non, juste la base de mécanique, puis comment bien macro et tout. Là. Ça, c'était complètement autre chose. Juste faire plus de workers, c'est comme, wow, what the fuck. Ouais, pour vrai, c'est même dans ce temps-là, de faire beaucoup de workers, c'était quand même pas la norme. Là. Ça jouait beaucoup sur une ou deux bases dans le temps. Là. Ouais, c'est parce que tu sais, on se dit, c'est comme si on fait des workers puis ils nous attaquent, qu'est-ce qu'on fait? On est-tu mort? Parce que non, il faut juste que tu fasses des workers, mais il faut que tu les fasses vite. Tu regardes des games de Early Wings of Liberty, là, c'était drôle. Des One Base Marine Thor. Ah ouais, non, c'était. Ils se défendent, ils savent pas trop, ils ont peur de quoi, ils se scannent tout le temps. Man, c'était vraiment terrible. Mais la fin, c'est que c'est ça qui arrive quand tu découvres la méta, c'est que tu fais plein de trucs vraiment, vraiment agressifs, puis là tu trouves une solution, puis là tu trouves une solution à ça, puis là tu trouves une solution à ça. Un des trucs vraiment intéressants, je sais pas. T'as-tu déjà regardé du Day9 dans le temps aussi? Ben, mais Day9, c'est lui qui m'a fait ouvrir les yeux que le jeu pouvait être atteignable. Parce que j'avais vu les pros, puis j'étais là, mais ils sont ridiculement bons. Mais avec les Day9 Daily, je ah, ok, on peut décortiquer ce que les pros font. Tu sais, ça m'a embarqué un peu dans jouer compétitif en 1v1. Je me rappelle, les deux. Un de ses premières vidéos de StarCraft 2, c'est lui qui découvrait puis qui discutait avec ses amis le fait que les Immortal Bust, c'était vraiment, vraiment fort. Puis que personne savait quoi faire contre ça. En tout cas, c'est l'Immortal Bust contre Terran. Puis là, il a figuré que tu peux pas vraiment les tanks, tu peux pas vraiment les mecs. Ce que tu dois faire, c'est vraiment aller pour une Bio Ball. Puis c'est un petit peu de là où ça a commencé la Bio Ball. Ça fait que là, tu pognes Stim, tu pognes genre Combat Shield, Concussive plus 1. Puis là, tu vas genre 3 racks avec des Marine Marauder. Puis là, tout d'un coup, ok, ça pouvait battre des Immortals. Qu'avant, on savait juste trop pas comment défendre contre ça. Puis là, tout d'un coup, après que la Bioball puisse battre les Mortals, là, tout d'un coup, c'est là où les Colossus sont devenus vraiment forts parce qu'ils étaient bons contre les Bioballs. Puis là, ça c'était la première mini sandwich de méta qu'il a genre découvert avec le jeu. Je trouve ça vraiment, vraiment cute à voir. Ouais, mais ça a tout le temps pris comme un pionnier pour développer des stratégies. Tu sais, la première fois qu'on a vu le fameux Archon Toilet de Kiwi Kaki, je pense qu'on a tout capoté un peu en tant que StarCraft 2 nerds back in the days. Là. Ouais, ça c'était vraiment early. Je suis pas sûr si Kiwi Kaki c'est lui qui l'a fait la première fois. Je pense que ça existait, mais genre depuis vraiment, vraiment pas longtemps. C'est lui qui a fait, ok, je vais faire un Mothership maintenant. Puis en fait, je vais faire des. Puis là, tout le monde commençait à faire des Mothership late game contre Zerg. C'était comme le standard à ce point-là. Pauvre Stefano qui a reçu ce fameux vortex sur tous ses broodlords. Bon, il y a eu ses autres moments, Stefano. Je pense ses autres moments de gloire. Je pense qu'il va être correct avec ça. The GOAT, if you ask me, the GOAT. The GOAT européen, genre? Ou Moi, c'est mon best of all time parce qu'il était bon dans un temps où c'était quasiment impossible d'être bon. Ouais. Ouais, c'était comme dans un temps aussi où les Coréens ils le voyaient comme quelqu'un de très très fort à prendre l'inspiration dessus. Je sais que même. Ouais, parce que exactement, il battait MVP, il battait les top coréens. Ouais, exactement. En fait, c'était un petit peu un très différent type de Serral dans le temps, mettons.
Mais c'était vraiment un Zerg qui jouait avec la force brute de la race. Tu sais, il Ouais. faisait des 200 max le plus vite qu'il pouvait. Il faisait des gros ultra push avec des queens. Vraiment, tu sais, il était Mm, pionnier dans essayer d'overrun les gens. Là. mm. S'il va Broodlord Infestor, il va y arriver plus rapidement que tous les autres Zergs, genre, sur la planète, là. C'était... Ah, il savait quel coin couper dans ses builds. Pour elle, il était au top de son art à un moment où ce que les Coréens dominaient. Là. For sure, for sure. C'était un des premiers cas spéciaux où, comme tout d'un coup, les Coréens, ils noticent les foreigners, puis ils se disent, ok, ouais, ce gars-là, il est fort en tabarouette. Puis c'était tellement compétitif, tu sais. Early on, là, StarCraft 2, c'était le seul e-sport. Je sais qu'on en parle souvent, mais c'est le papa e-sport. Il y avait tellement d'argent, il y avait tellement de compétition. En Corée, il avait la Kespa. Mm. Le, je, juste pour un petit peu avancer dans la question, parce qu'on a juste fait une à date. Mais, Oups. c'est pas grave. En fait, d'où vient ton pseudo actuel, puis est-ce que t'avais d'autres pseudos avant? Neverwinter, mais ça vient du jeu Neverwinter Nights, le genre de petit jeu de donjon. Wait, J'ai what? jamais joué, j'ai juste trouvé que le nom était cool. Neverwinter Night, Euh, ah ouais. Ah, je sais que ça sur ouais, Google Live, c'est attends. un genre de jeu comme Baldur's Gate. C'est ça, ben j'avais juste vu la boîte du jeu chez justement un de mes amis qui jouait à StarCraft avec moi. Puis j'avais juste choisi ce pseudo-là à peu près en 2013, là, quand je me suis inclus avec la scène québécoise là, vers Heart of Mhm, the Swarm. mhm. Hmm. Parce qu'avant, j'avais eu bien d'autres tags, mais je m'en souviens pas vraiment. J'avais eu Mhm. OGK Pixel Hero dans le temps parce qu'on pouvait pas faire de clan, fait fallait que tu mettes ton clan dans ton tag. Hmm. J'ai été. Attends, J'ai été tellement de choses. OGK, c'était genre le nom du clan ou c'était Pixel Hero? OGK, c'était le nom du clan, c'est les Ouais. Online Gaming Nights. C'était un classique. On était quand même poche, on était juste une gang de joueurs casual un peu. Pour le Pixel Hero, ça sonne vraiment cool en fait. I'm not gonna lie. Je sais pas pourquoi là. Ah, ben tu sais, j'avais comme 12 ans, puis je trouvais ça nice, tu sais. J'étais comme. Ça fait Gamer Boy. Oh hell yeah. Pixel Hero. Ouais, pour de vrai, Après ça, j'aime ça, c'est nice. après ça j'ai été Glade pendant un bout. Hmm. Pendant pas mal Legacy of the Void, j'ai été Glade. Sinon, j'ai été Gravel, qui est juste mon nom de famille. Ouais. Ça a été une passe sombre, là, mais je me suis appelé de même pendant une coupe de LAN. Fair enough. Um, Sinon, c'est quoi les autres jeux auxquels t'avais grandi à part StarCraft 2? T'étais-tu un gars de console, plus de PC tout le temps ou? Quand j'étais petit, c'était plus les consoles. Disons que j'ai commencé à jouer aux consoles depuis que je peux tenir la manette. Mon père, c'est un grand joueur de PlayStation 1. Hmm. Donc j'ai eu une PlayStation 2 quand même vraiment jeune, vers comme 5-6 ans. Puis je jouais beaucoup à Sly Cooper. Parce que Hmm. c'était un petit raccoon, puis c'était comme des missions où il fallait que tu sois stealthy, puis que tu jumps un peu partout. Yep. Fait que je pense que ma passion pour les jeux où ce que tu contrôles, t'as un bonhomme qui peut faire un peu n'importe quoi, passe de là, tu sais. Mhm. Puis j'adorais ce jeu-là, j'avais les trois quand j'étais jeune, puis je jouais vraiment pas mal juste à ça. Mhm. Jusqu'à temps que je découvre Age of Empires, puis là, j'ai vraiment trippé là-dessus. Hmm. J'avais acheté Age of Empires 3, puis c'est ça qui a parti ma passion pour les RTS, puis depuis ce temps-là, c'est pas mal le seul type de jeu que je joue Hmm. vraiment régulièrement. T'avais-tu des frères ou des sœurs aussi qui jouaient aux jeux vidéo? J'ai une sœur qui est aînée de moi de 4 ans, dans le fond, puis elle joué beaucoup à des jeux de management, Roller Coaster Tycoon, Hmm. qui est venu d'un boîte de céréales. Ouais. Euh, elle jouait beaucoup à ça, puis tu sais, elle faisait comme des beaux SimCity, elle jouait à Sim aussi, Hmm. aux Sims, puis tout. Puis c'est elle qui m'a fait remarquer en fait qu'il y avait des hotkeys. Depuis mon jeune âge, j'ai appris qu'il y avait des hotkeys sur un clavier, que là, Ouais. tu jouais pas juste avec ta souris, Ouais. parce qu'elle faisait avancer le temps, puis elle faisait ses constructions avec son clavier. Fait que shout-out à ma soeur qui fait en sorte qu'aujourd'hui j'ai 300 plus APM. Hell yeah. Mais non, c'est vrai, surtout quand tu joues à des jeux de management comme justement Sim Roller Coaster Tycoon, tu peux pas juste tout faire à la souris, c'est vraiment compliqué. Parce que il y a tellement de menus où tu dois les cliquer que c'est tellement juste plus facile de faire le hotkey pour ça. Donc ça fait bien du sens, ouais. Ouais, mais c'est ça. Puis moi, je me demandais, tu sais, quand j'étais plus jeune, mais j'ai tout le temps vu que quand tu joues à un jeu sur l'ordi, t'es quand même censé utiliser ton clavier. Fait que je pense que j'ai une longueur d'avance sur bien des bronzes par rapport à ça. Mhm. Même à ce jour,
je vois des personnes qui sont bronzes à StarCraft, genre qui utilisent seulement leur souris. Puis je suis comme, oh my god, c'est trop cute. Mais genre, il faut absolument utiliser le clavier, guys. Vous pouvez pas ne pas utiliser le clavier, ça se fait Ben, c'est pas. comme, tu fais quoi avec ta deuxième main pendant que tu joues? Moi, je me pose Mm. la question, là. Tu manges pendant que tu joues à StarCraft? Je me demande tout le temps. Là. Yeah. Um, y a un meme avec un streamer. Je sais pas si tu connais Uppetry Zelda sur Twitch, mais pendant des années, ce gars-là, il a toujours été genre High Master et tout. Puis pendant des années, il cliquait tout le temps sur le bouton pour transformer en Planetary Fortress avec la souris. Tout le temps. Puis genre, tout le monde était méga triggered. Pendant comme des années, parce que genre, t'es pas supposé cliquer rien avec ta souris, t'es supposé tout faire au clavier, genre. Je vais être real, might real. Pneumathèse carapace, je vais le cliquer avec ma souris. Ça se veut, ouais. Il y a des trucs qu'on va cliquer tout le temps, genre. Je sais pas si. Je pense au début, moi, je cliquais beaucoup sur le bouton Hive. Je sais pas pourquoi. Mais genre, la Hive, c'est là où je cliquais sur l'icône. Ouais. C'était trop imposant pour le faire avec ton hotkey, ça fait peur une hive. Ouais, c'est ça. T'as pas envie d'y toucher, t'as juste envie de le cliquer, là. Fuck that. Quand t'as la hive, tu unleash des powers qui sont vraiment, vraiment dangereux. Ouais, fais pas le hotkey pour ça, là. Genre, tu vas te faire mal, là. My god. Puis, I guess, ouais, c'est ça, c'était pas mal PS2 avec Sly Cooper et tout. T'avais-tu d'autres jeux à part de ça que tu jouais beaucoup sur PS2? Crash Bandicoot Team Car Racing. Oh, ok, la version avec les. Genre, la version Mario Kart de Crash Bandicoot. Exact, Mario Kart, c'est la PS2, Yeah. c'est la PS1, c'était incroyable. Ce jeu-là, je pense, avec StarCraft, c'est sûrement le jeu que j'ai dépensé le plus d'heures dans ma vie. Ben, c'est parce que. Crash Bandicoot, là, Racing, c'était incroyable. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a aussi Crash Bandicoot Racing. Il n'y avait pas tant de jeux de racing sur la PS2. Les seuls jeux de racing, c'était les jeux avec les vraies voitures, genre Gran Turismo, right? Mais Ouais, pis Need for Speed. ouais, puis Need affaires, for là. Speed et tout, mais il n'y avait pas de jeu style Mario Kart, là. Puis tout d'un coup, il y avait un jeu style Mario Kart sur la PS2, puis tout le monde capotait, là. Ça fait que... Si t'avais pas de Nintendo, Yeah. c'était le jeu, définitivement, à jouer, là. Puis sinon, j'avais une GameCube, puis tous mes amis pendant avaient une GameCube, puis on jouait à Super Smash Bros. Melee, puis c'est là que ça a commencé que j'ai joué. Hmm. Mais ça, j'ai juste rembarqué comme plus tard quand j'ai remarqué qu'il y avait une scène pro. Ouais. C'est ça, puis c'était avec le documentaire qu'il avait fait là, sur Super Ouais. Smash Bros. Ça Ben, m'a fait découvrir ben- ça. Je pense comme beaucoup de gens. J'allais dire, justement, dans le documentaire, il mentionnait que la scène pro, en fait, tu sais, elle a pas vraiment tant explosé que ça jusqu'à genre 2007-2008. C'est probablement autour de là où là ça commence à être pas mal connu à travers tu sais, comme le pays ou en tout cas aux États-Unis. Mais avant ça, quand c'est sorti en 2001, je veux dire, il y avait pas vraiment de scène pro là. Ça fait que quand tu le Non, il y pognais en pour la avait aucune. quand tu là. l'as ouais, ça, quand tu pognes le jeu, c'est comme ben tu sais tu y joues pour y jouer, mais c'est seulement comme 6 ans plus tard que tu réalises qu'il y a une scène pro là, so. Ouais. Ouais, mais moi j'ai réalisé ça vraiment plus tard. Là. C'était comme dans les 2010 passés. Là. Ouais, 2010. J'ai comme redécouvert un jeu de mon enfance quand j'avais comme 15-16 ans, puis je me suis remis à jouer avec mes amis, tu sais, qui eux autres aussi jouaient quand ils étaient jeunes, puis on s'est challengé, puis on est quand même devenu à un niveau de jeu qui était raisonnable. Ben, c'est ça le truc avec Melee aussi, puis StarCraft, c'est que ça peut être vraiment vieux. Tu sais, c'est comme. StarCraft 2, c'est vieux de 10 ans, genre, mais c'est tellement un jeu avec un haut skill ceiling que ça vieillit pas, on dirait. C'est tellement tough que ça vieillit pas, j'ai l'impression. Ouais, on peut croire que c'est figured out, mais en même temps, c'est tellement cyclique c'est comme StarCraft. On dit souvent, tu sais, le jeu, on voit plus vraiment de nouvelles choses. C'est pas mal figured out, on a tout vu. Il n'y a pas eu vraiment de nouvelles units. Mais en même temps, tu sais, c'est comme cyclique. Les vieux builds reviennent à la mode quand tu as les nouvelles stratégies, puis ça fait qu'on doit tous se recasser les méninges. C'est comme les Battle Cruiser Rush qui sont arrivés. Tu sais, c'est comme. Ça rend le jeu frais. Puis on pense tout le temps qu'on a tout vu, mais il y a tout le temps quelqu'un qui pense à une nouvelle stratégie parce que justement le skill ceiling est inatteignable. Ah ouais, ben ça c'est surtout un strategy ceiling, mais en termes de macro parfaite, c'est très très tough d'atteindre une macro parfaite, à moins que tu sais, l'autre fait rien pendant toute la game, puis tu peux juste 100% concentrer sur pure macro. Là, c'est probablement possible d'avoir une macro parfaite, mais je veux dire, les jeux sont tellement dynamiques, puis il y a tellement différentes choses qui vont clasher que toutes les games vont être différentes, là, for sure.
Ouais, je pense que tu peux jouer genre un best of 69 avec quelqu'un, puis tu vas toujours trouver des affaires différentes, là. Ou du moins, il va avoir plus en plus de mind game, tu vas plus t'ajuster à l'autre, puis ça va faire en sorte que toutes les games sont différentes, là. Je me Ouais, rappelle... c'est vraiment cette partie que j'aime de StarCraft, plus la partie mind game, puis la partie un être humain, tu sais, il peut pas avoir une attention illimitée sur tout ce qui se passe en même temps. Il y a personne qui est un robot. Là. Non, c'est ça, ouais. C'est plus une question de stratégie contre build. Genre, je me rappelle justement au début de Wings, je jouais avec quelqu'un. Puis on avait joué comme 5 games ou de quoi de suite. Puis il a dit, ouais, je pense qu'on a pas mal fait le tour de stratégie. C'est pas mal ça. Là, je suis comme, oh my god, dude, moi je pense pas. Moi j'ai l'impression que les games sont vraiment différentes. Là, même si on fait la même stratégie les 5 fois de suite, la game va toujours tourner différente. Mais des fois, on y pense juste à, bon, moi j'ai fait les 5 openers possibles dans ce match-up-là. I guess qu'on a pas mal fait le tour. Puis là, c'est comme, ah, c'est pas si simple que ça, j'ai l'impression. Non, exact, je peux jouer quasiment le même opening. Je pourrais jouer toute la journée, puis chaque game serait différente. Moi, je vois vraiment pas ça comme ça. Là. Ouais. Moi, je vois vraiment StarCraft comme. C'est comme une game d'échecs en même temps. Soit parce que ça commence pareil que c'est la même game. Là. Ouais. Ouais, je commence à checker les échecs de plus en plus ces temps-ci, là. Genre, je check beaucoup Hikaru sur Twitch. Mais, Ouais, à cause de PogChamp, ouais. le tournoi de streamers, c'est rendu bien populaire pour vrai. For sure, for sure. Mais le truc, c'est que justement, eux, ils jouent, ça fait presque aussi longtemps que nous, on joue à StarCraft aussi. Puis, tu sais, ils font les mêmes openers souvent, genre beaucoup, 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 beaucoup. Mais ils se retrouvent toujours dans des situations qu'ils n'ont jamais vues ever avant. So, je présume que c'est le même concept, là. Ouais, c'est ça, le nombre de. Tu sais, si on calculerait le chiffre exact du nombre de possibilités qu'il peut y avoir dans une game de StarCraft, c'est encore plus fou qu'une game d'échecs. Si on y pense, c'est impossible que Ouais. tu penses que la game est pareille. Il faut vraiment que tu sois borné un peu. Là. Man. En plus, que la face qu'avec StarCraft, tu travailles avec l'information incomplète aussi, ça fait que ça c'est un petit peu différent. Mais le truc que j'ai toujours pensé, que j'aimerais tellement voir ça aux échecs, ça serait que tu peux seulement. T'as comme le Fog of War aux échecs, puis tu peux seulement voir là où tes unités peuvent attaquer. Littéralement. Ça fait que là, tu. Faut que tu designes un RTS, man. Oh my god. Non, mais juste faire ça, je suis surpris que. Parce que la face qu'il y a plein de. Il y a plein de modes spéciaux aux échecs, genre. Où tu peux commencer avec plein de pistes différentes, des positions différentes, des maps différentes quasiment. Mais il y a personne qui a pensé à Fog of War, ce serait tellement cool, genre. Ou Ouais, comme. high ground contre low ground. Oh my god. C'est du chess 3D, genre. 3D chess, man. 3D chess, my god. Ouais, non, fuck that. Let's get it. Je pense que ça se fait en. Prêt à- Je pense que ça se fait en plus, genre des échecs à plusieurs étages, là. Je sais pas trop comment ça marche, là, mais. prochain événement au Meltdown ou quelque chose, on emmène un board de 3D chess. Oh my god. Mais c'est drôle parce que, en fait, au Meltdown, moi, je joue souvent à mêler avec sac de fromage. Comme entre les games ou quand le tournoi est fini, genre. Ça fait que si jamais tu viens au Meltdown, à un moment donné, on jouera tous à mêler, là. Moi je vais être real. Le temps où ce que vous avez commencé à faire toutes ces choses-là, c'est le temps que je jouais plus vraiment à StarCraft 2. J'avais comme arrêté en 2016, Mhm. puis je viens de revenir, puis je jouais pas mal à Dota, puis à d'autres jeux où je gamais juste pas là, pendant ce temps-là. Yeah. Mais sinon, en fait, ce serait quand ton Golden Era de StarCraft, t'as eu genre le plus de fun avec le jeu ou t'étais le plus excité de jouer? Mais je te dirais que c'était quand le jeu était dans son Golden Era en tant que tel. Quand c'était, tu sais, comme je te disais tantôt, c'était le temps de Stefano. Ou ce que quand je savais qu'il jouait sur le stream, disons dans le MLG, je me dépêchais à faire tout ce que j'avais à faire dans la journée, tu sais, pour pouvoir le regarder attentivement. Ouais. Puis tu sais, j'étais comme, j'avais une passion pour le jeu qui était incroyable. Dans le temps, on avait Team French Elite, qui était une team québécoise, puis il y avait Québec Official aussi. Ça, c'est Heart of the Swarm, début Heart of the Swarm. Puis on avait une grosse rivalité entre deux grosses teams, puis pour vrai, c'était tellement actif. Puis on avait tellement de fun, des gros tournois, des gros weekly, des clan wars à chaque 3-4 jours. C'était vraiment c'était un boost que tu pouvais pas avoir de fun. Il y avait tellement de choses qui se passaient. Là. Oh, for sure. Surtout, quand t'es non seulement attiré par la scène professionnelle, genre, qu'il y a vraiment un joueur auquel t'es hook, puis tu veux toujours regarder du StarCraft, en plus que tu veux en jouer parce que t'as comme des clan wars et tout, c'est là où t'as le plus de fun avec le jeu, c'est 100% ça. Ah, exact. Puis tu sais, je restais réveillé le soir pour voir Life puis Soulkey jouer en GSL. Ouais. Tu sais, c'est ces moments-là. Là. Ah, for sure, ouais. Moi, de temps en temps, ben, ça, c'est pas parce que, genre, je fais exprès, là, parce que des fois, juste mon sleep schedule, il est complètement fucked. Mais des fois, je regarde GSL à 4h du matin, ça se fait.
Moi, je regarde souvent les VODs quand je me réveille. Ouais, M'être honnête. ouais. C'est rare que je reste réveillé à cette heure-là. Ouais, je peux. L'affaire, c'est que la majorité du temps, je peux juste me dire, tu sais quoi, je vais juste le checker de demande dans le matin ou comme demain, début d'après-midi ou de quoi de même. Il y a quelque chose qui fait en sorte que j'ai envie de le regarder live. Je sais pas pourquoi, là. Ah, moi aussi, j'aime ça des fois être dans le chat, puis PogChamp, quand quelque chose de PogChamp arrive. Là. Ouais, ça c'est absolument insane. Twitch chat, c'est comme sa propre entité, là, pour de vrai, là. Ah ouais, Tellement fun à faut que regarder. j'accorde ça. J'ai grandi avec le Twitch chat. J'ai eu une grosse phase où je jouais à Hearthstone, puis je regardais des Twitch à longueur de journée. Ouais, tout le monde juste spam genre Pug puis W genre puis comme lol. C'est tellement drôle. Ah, Les t'as un extraits. feeling de communauté, là. C'est comme être dans une foule à un show, là. Bon, pour de vrai, c'est exactement ça. Ça, c'est une vraiment bonne analogie. C'est comme même dans une foule, à un concert ou dans un show. Genre, juste tout le monde est dedans, tout le monde, genre, capote, là. Genre. Ah, il y a une énergie dans un chat, puis tu le sens. C'est vraiment un show virtuel, un Twitch stream, là. Ouais, ouais, for sure. Il y a des gens qui viennent juste pour le Twitch chat, des fois, là. C'est comme juste pour participer un peu, là. Yeah, c'est vraiment nice. Ah, j'ai longtemps été comme ça, un petit Twitch chat rat, là, où est-ce que tu fais juste être dans des channels, Ah puis tu ouais. fais juste chat, là. Ouais, tu fais juste spammer genre des. Soit des emotes, puis genre des. des expressions, genre PogChamp, genre. Littéralement tout le long. C'est juste drôle, là, spam des Kappa Pride, là. Ouais, oh ouais. Dans les moments où c'est approprié, genre. En fait, pour de vrai, dès que deux gars se regardent, c'est comme Kappa Pride, là, genre, fill le Twitch chat. C'est genre une réflexion de genre. Une autre entité plus gros que le stream, là, je sais pas. C'est tellement Je drôle. pense que Kappa, ça a eu des dimensions que personne n'était prêt à assumer. Oh non, voilà. C'est juste tellement l'emote parfait, là. Mais ouais. Sinon, justement, on parlait de Clan Wars et tout, puis des rivalités. T'as-tu des rivales T'as-tu des personnes aujourd'hui, en fait, que tu considères comme des rivales ou qui donnent un petit mini boost, genre de. T'as vraiment envie de gagner, genre? J'ai toujours adoré jouer contre Sac de fromage Hmm. dans le temps Mammouth QC. Puis encore l'autre fois au tournoi des Bigs, c'est lui qui m'a éliminé, mais j'ai pris une game sur lui. Je pense qu'on fait tout le temps des bonnes games. T'sais, des fois, on se prend sur le ladder. C'est souvent comme des gros slugfests. C'est sûrement un des joueurs québécois que j'aime le plus jouer contre. Mhm. Mais celui que j'aime le plus battre, c'est Mike Ross. Mhm. Ouais. Malgré ce qui aime pas très beaucoup jouer contre les Zerg. Ouais, mais un jour, un vieux sage du nom de Predator Phoenix m'a dit au LAN ETS: Ah, tu joues contre Mike Ross, fais-y un lane rush. Il est pas capable de les défendre. C'est vrai en plus. Il y a tellement Puis du mal, depuis lui. ce temps-là, à chaque fois que je joue contre Mike Ross, you know, I do them Zerglings, bro. Bah, c'est drôle parce que Kraken, il a fait la même chose. Je sais pas si tu l'as dit de faire ça, mais comme, il a Ling Roach Rush contre Mike Ross, puis il l'a battu, là. Comme, relativement facilement, là. Après ça, Ben, moi, il a pris c'est trop de dommages, puis Mike Ross, il a réussi de faire un push par après, puis il était juste trop behind, là. en joke, mais je trouve ça vraiment drôle parce que c'est juste Predator Phoenix un jour qui m'a dit de faire ça, puis depuis ce temps-là, j'écoute ses sages paroles. Ouais. Il faudrait que je trouve l'équivalent, mais comme en Terran, genre, pour essayer de battre. 4 cracks lift in the main. Ah non, peut-être pas ça. Peut-être un 1-1-1 tank push, là, de quoi même, là, je sais pas. Je vais voir. Euh, Sans blague, mais c'est all love, là. J'aime tous les joueurs de la bah ouais. communauté qui sont là depuis longtemps. Et on s'est tous déjà vus, puis c'est juste en blague, là. I Hmm, respect Mike, puis je pense que hmm. le contraire s'applique, puis sinon, ben, je veux pas savoir. Y a-t-il une game que t'as joué, que ce soit récemment ou, I guess, dans notre historique de StarCraft que tu te souviens très clairement pour une raison ou une autre? Ben, il y a une game qui est ma première game ever à StarCraft 2. Hmm. C'est un 2 contre 2 à Wings of Liberty. Puis je savais vraiment pas ce que je faisais, puis je m'en rappellerai toujours, parce que j'ai fait un Engineering B en premier. Ouf, ouais. Ensuite, j'ai vu que je pouvais faire des tourelles avec ça, fait que j'ai fait 3 tourelles en avant de ma base. Mhm. Puis c'est ça, puis je trouvais que j'étais bien installé, puis le gars il était arrivé avec 4 torts. Je m'en souviendrai toujours. My god. Si seulement les torts c'était comme des colossus puis que les tourettes pouvaient les attaquer, genre. Ouais, ben, j'étais un peu shifté. Euh, puis c'est ça. Après ça, j'ai été sur YouTube pour me renseigner. Hmm. Et c'est une game que je me souviendrai toujours parce que c'était vraiment marquant, là. Juste voir les torts arriver quand je savais aucunement qu'est-ce qui se passait dans le match. Je pense que c'est vraiment drôle quand tu découvres un nouveau jeu comme ça, là, puis tu te fais stomp. Ouais, t'as juste pas fait d'unité puis c'est comme, ah, j'y ai pas pensé. Là, t'as juste fait des torts. Puis il y a Ah, mais move. Shit.
tu penses que les autres sont peut-être aussi mauvais que toi, mais dans le fond, non. Mais tu pars vraiment de loin. Ouais. Ouais, si jamais t'as jamais joué au RTS, ou du moins que t'as jamais été bon en RTS, c'est avant, c'est quand même rough. Genre, tu sais pas trop quoi faire, Ouais, mettons. c'est ça. Je me suis lancé dans une game, tu sais, en multiplayer tout de suite, dès que le jeu était downloadé, mais tu sais, d'habitude, je faisais des tutoriels dans les autres jeux, puis là, ils t'expliquaient quoi faire. Moi, je pensais que ça allait être comme ça en multiplayer, qu'elle allait me dire Hmm. quoi faire. Ouais. Ouais, non. Au moins, euh, au moins, Zerg, tu sais, c'est plus intuitif quand tu commences aussi parce que tu fais des drones et ou des unités, genre, puis quelques buildings, tu sais, pour la technologie. Mais, tu sais, genre, tu vas jamais commencer Zerg par faire un Evo Chamber puis 3 spores, mettons, là. C'est comme moins intuitif. En général, tu fais comme, ok, qu'est-ce que je peux faire avec la larve, dans le fond? Mais au Ça. début, je trouvais que Zerg c'était trop bizarre, fait que je jouais Terran. Hmm. Puis après ça, je jouais Protoss parce que je trouvais que Protoss c'était fort. Mhm. Je jouais Protoss tout Wings of Liberty. Mhm. Puis après ça, j'ai commencé à jouer Zerg. Fait que j'ai vraiment pas vraiment connu le early Zerg, tu sais, comment ça se jouait. J'étais vraiment un Protoss player. Je faisais des 4 gates, je faisais des Immortal Sentry All-In. Oh man, ouais. Oh man. Moi j'avais commencé Zerg en fait, puis ensuite j'ai changé à Protoss, puis ensuite j'ai changé à Terran. C'est un petit peu l'inverse de toi en fait. mais, euh, mais ouais, Zerg en fait, genre au début de Wings Liberty, j'étais tellement pas bon aussi. Je faisais juste pas assez de drones. Je pense que je faisais à peu près un total de peut-être quoi, 17 drones, genre, dans une game sur 2 bases, de Ouais. quoi de même. Puis à Zerg, c'est de la magie à mes yeux. Là. Ouais, puis à un moment donné, t'as beaucoup de drones, puis dans le jeu, c'est comme, ok, je peux quand même faire pas mal de Zergling maintenant. Tu sais, ça commence à inject. Puis là, genre, moi, je sauvais mes replays à chaque fois que j'avais plein de Zergling. Puis je suis comme, oh yeah, check, j'ai fait plein de Zergling. Puis là, je sauvais mes replays. C'est comme, oh my god. C'est J'étais tellement pas drôle, bon. pour vrai, comment qu'on était clueless, là, pis qu'on on Oh, tripait sur des choses qui étaient vraiment pas tant impressionnantes par les standards d'aujourd'hui, mais c'est ça qui fait que c'était aussi beau. Là. clueless, dude. C'était tellement terrible. My god. Je me souviens regarder le stream de Destiny faire des Infestor Drop, Hmm. Hydra qui rageait parce qu'il se faisait Bending Bust. Oh, attends. Je me rappelle. Oui, cette map-là. Ça, c'est le premier replay que je me suis sauvegardé. Je pense que c'est peut-être la première map aussi que j'ai gagné en multiplayer. La map s'appelle Kula's Ravine. Tu te rappelles-tu? Ben oui, Kula's Ravine, un classique. Dude, ça c'est la première. Je pense que c'est la première map multiplayer auquel j'ai gagné une game sur. Pour de vrai, maintenant que je la regarde, elle est quand même intéressante comme map. Huh. En termes de comme comment tu pognes ta troisième base, aller où ta deuxième Hey, base sur le high ground. bring back Kula's Ravine. Hashtag Euh, Dreampool numéro 2. en fait, non, je me souviens de cette map-là pour des mauvaises raisons. Moi, je me souviens des siege tanks sur les piliers puis sur les high ground. Oh ouais, c'est vrai, ouais. Maintenant que je le regarde, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il y a beaucoup de high ground et tout, mais j'ai l'impression que c'est une des premières maps où comme t'avais une troisième base, mais t'avais aussi des choke points, fait que c'était plus facile à défendre, mais non, ouais, là, je vois, ouais, un peu fucké cette map-là. mais Mais elle était très les maps différente de des autres, Wings, c'était mettons. bizarre. Mais les maps de Wings se jouaient beaucoup comme sur 2 bases, c'était comme le standard. 3 bases, t'expandais comme beaucoup. C'était comme des Ouais, Zerg qui prenaient 3 bases. ouais. Aussi, c'est parce que aussi, tu sais, la majorité, il y avait plus de ressources sur une base qu'avant aussi. Ben, avant que maintenant. Maintenant, c'est comme t'as moins de gaz Ouais. puis t'as moins de minerais par base, donc. Ouais, puis ça se minait moins vite aussi. La game était au moins un départ dynamique qu'aujourd'hui. Mhm. Mais attends. J'essaie de me rappeler les tout premières maps. Tu sais, t'avais Steps of War, t'avais Jungle Basin, t'avais Kula's Ravine. Delta Quadrant, Lost Temple. Delta Quadrant, oui, Lost Temple, à ne pas confondre avec Shattered Temple, qui était la version Qui est venu balancée. après. Ouais. Ouais. Parce que Lost Temple, tu pouvais littéralement juste drop sur la naturelle, sur le high ground, puis juste tuer l'autre personne. Là. C'est tellement cave. Ouais. Lost Temple, un Delta classique. Quadrant, tabarouette. Delta Quadrant, je me rappelle pour. Il y avait. Est-ce que t'as déjà suivi les When She Spells dans le temps? Oui, j'étais un grand fan. Aussi, ouais. Delta Quadrant, c'est la première map où c'était le premier vidéo de When She Spell qui a vraiment explosé. C'est quand la personne ou le Protoss avait cannon rushé la mauvaise base. Parce que Delta Je Quadrant. m'en souviens, Ouais. man. Puis ça, c'était sur Delta Quadrant. Puis je sais pas si Delta Quadrant c'est un 3-player map ou un 4-player map, mais anyway, il a cannon rushé la mauvaise base. Puis c'était sur cette map-là. Puis c'était là. C'est un C'est qui est 4-player marqué. map où t'avais comme ta B2 dans une pocket, mais qui avait un high ground que tu pouvais te faire dropper dessus. là. Ouais.
à côté de ta base, hey, c'était un clown fiesta Ah, comme map. Là. grosse clown pièce. Ouais, ouais, for sure. L'immeuble faisait aucun sens à entendre. C'était absolument horrible. Mais la meilleure, c'était Xel'Naga Caverns, ne se Hmm. mentons pas, Ouais. et Tal'Darim Altar. Tal'Darim Altar t'avais un petit peu plus tard, mais c'était la première 4-player map. Still Whirlwind, où les gens ils aimaient quand même pas mal ça. C'était bien macro et tout. Um, Zelda Cavern, je suis pas sûr si c'est arrivé immédiatement dans ma pool. Je pense que c'est arrivé peut-être dans la deuxième saison. Mais ça, c'était la première map où on avait un layout qui faisait relativement du sens. Où c'était dans le sens, tu sais, t'avais ton main base, high ground, natural, low ground. Ensuite, en ligne de ça, t'avais ta troisième base. Puis ensuite, en ligne de ça, t'avais genre une quatrième base de quoi de même. C'est comme. Ouais, exact. Première map qui faisait du sens. Mais ce qui est drôle, c'est quand on a eu Dreampool, comme tu parlais plus tôt, ce qu'on a ramené toutes ces maps-là, Dude. mais ça ne faisait aucun sens avec l'état du jeu. Avec l'état du jeu, c'était absolument horrible. Je me rappelle, je pense que personne voulait jouer du ladder en fait. Tout le monde était vraiment excité. Là, tout le monde a joué pendant une semaine. Puis là, personne voulait jouer pendant les 2 mois de cette saison-là. C'était tellement Ouais, horrible. c'était bien beau Cloud Kingdom, mais à un moment donné. Non, for real, Cloud Kingdom c'était tellement busted là avec la méta. Genre, juste, ça marchait tellement pas là. Genre, c'était tellement trop wide open. C'était vraiment pas bon comme map. Je Puis, pense qu'on portait toutes des lunettes rosées, là, tu sais, ouais, avec la nostalgie là. nostalgie, Oh là, my puis god, ouais. on pensait toutes que ça allait être parfait, puis on a tous été vraiment déçus, surtout au niveau compétitif. Je me souviens qu'on avait fait un LAN, puis c'était sur le Ouais. Dream Pool. Pour vrai, Euh, je suis pas. Je sais pas si à qu'est-ce que maintenant c'est assez loin derrière que on se rappelle de ce map-là, puis c'est quand même des classiques, right? Mais je me rappelle que pendant cette saison-là, c'est comme notre nostalgie était tellement ruinée, genre, parce qu'on a réalisé que c'était pas des bonnes maps, genre, pantoute. Ouais, tu sais, Oana Ladder Edition, on pensait que c'était un classique, jusqu'à temps qu'on la rejoue. Puis là, c'est comme, wow, j'ai aucune base. Puis il y a un backdoor rock, puis tu peux juste la péter, puis je peux rien arrêter ça. Ma B3 est à comme 30 secondes de marche. Ouais. My god. Um, Mais bon, en fait, si toi t'avais un Dream Pool justement, qu'est-ce que tu mettrais dedans? T'aurais Newkirk Precinct, t'aurais. Attends, c'était quoi l'autre map? Whirlwind Ça aussi serait que t'aurais. Whirlwind, Newcock Precinct, Delta Quadrant pour le meme, Ouais. Scrap 3. Station, Scrap Station 4, alright. Scrap Station le classique, put Oana in there because who doesn't love a rock Oana. at their natural? Pourquoi pas? 2 autres maps. Submarine, qui est ma map préférée en ce moment, pour vrai, une Hmm. des maps que je trouve qui est vraiment cool. Hmm. Puis on va y aller pour un bon classique de Heart of the Swarm, qui est Belshir Vestige, une de mes Hmm. maps préférées. En tant que Zerg? Ouais. Hmm. J'espère que t'aimes tes Immortal Push sur cette map-là parce que c'est impossible à arrêter avec Zerg. Pour vrai, c'était toute une méta, ça, les Immortal Push contre Hmm. plusieurs façons qu'on avait d'essayer de te défendre. Le Belcher Vestige, je me rappelle, je regardais cette map-là. Puis c'était. euh, la phase que t'avais pas mal juste un choix de troisième base sur cette map-là, pour Zerg en général. Et puis la façon, le SimCity, ou juste la façon qui était. euh, que le layout y était pour la troisième base, c'était en fait impossible à arrêter les Immortal Push. C'était littéralement impossible parce que c'était. Il y avait genre 3 chokes à l'intérieur d'un choke, puis tu peux juste force fill, puis tu pouvais battre le Zerg de n'importe quelle position. Pour vrai, genre Puck pouvait battre Linok là-dessus. Genre, c'était impossible à hold les push de moto sur cette map-là. Ce qui était dommage parce Ouais. que c'était bien comme map, je trouve. Mais je veux dire, en termes de PVZ, c'était la map la plus difficile pour Zerg, je pense que j'ai jamais vu ever dans un map pool pour les 2-base push. Je suis vraiment d'accord, mais ça compensait tellement les ZVZ et les Zerg contre Terran sur cette map-là étaient fantastiques. C'est vrai que c'était vraiment le fun. Ouais, ça c'était très bon. Pour les 2 autres matchups, c'était pas le fun. Ouais, for sure. Des fois, faut en prendre puis en laisser. Là. C'est ce qui arrive avec, souvent Ouais. avec les maps. Là. Ils sont pas tout le temps tout balance dans tous les match-ups. Hmm. Attends, j'essaie de penser. Qu'est-ce que je mettrais comme map, moi? Ce serait genre Newkirk Precinct. Je mettrais Yonsu. Je mettrais Hmm. Galactic Process, je pense. Je mettrais.
Est-ce que je mettrais Whirlwind? Je pense que je mettrais Whirlwind aussi, ouais. Hey, Galactic Process, c'est une belle map, ça. C'est une style Cloud Kingdom, mais plus moderne, je pense, qui est plus good. Moi, je l'aimais bien. Moi, je trouve que c'était une map très balanced, toujours très excitante. Je mettrais. Oh, attends. Je mettrais Neo Planet S, je pense. My God, Quelle ça, map, tu dude. me frappes avec de la belle nostalgie, là. Oh my god. Ouais, je mettrais ça sûrement. Je mettrais. Oh, attends, je mettrais King Sejong Station, c'est sûr. Tu peux pas manquer cette map. Ouais, un classique. Ouais, un classique, ouais. Oh man, en plus, j'y avais pensé à une map super récemment. Mais non, je sais pas. Merry-Go-Round pour le meme. Non, oui, ok. Je sais exactement quelle map. Ça, en fait, pour vrai, ça, c'est une de mes maps préférées. C'était Catalina. Ah, je savais que t'allais sortir l'autre 3 spot map. Catalina. Oh my god, j'adorais cette map-là avec le octopus au milieu de la map. Ça, pour vrai, c'était une cool 3 spot map. C'est vraiment cool. Pour vrai, je pense que c'est vraiment cool comme map pour toutes les match-ups sauf TVT. Je pense que TVT c'était super, super méga abusif comme map. Mais en termes de. On a eu tellement des belles games sur cette map-là, que ce soit genre juste moi personnellement, puis aussi au niveau professionnel jusqu'à Talona, c'était super cool comme map. Une de mes maps préférées, for sure, ouais. Ah, souvent, l'expérience personnelle est différente de l'expérience que tu vois avec les pros. Là. Souvent, t'as un feeling toi-même pour une map, puis tout le monde est genre ah, mais tu sais, c'était une map vraiment plate à regarder, mais toi, t'es là, ah non, moi, je l'aimais bien. Comme Ouais. Scrap Station, dans le temps, j'ai des beaux souvenirs de faire des roches voidrées. Oh my god, Scrap Station, ouais. Scrap Station qui a été recyclé en une map version très 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 moderne qu'on appelle maintenant Puritan Industry. Une map tellement bonne que la GSL l'ont ban. Ils ont Ouais. fait leur propre map. Ouais, on a juste fait fuck this. Tout le monde l'a veto anyway. Mais ce qui est weird parce que, tu sais, GSL veto une map parce que genre personne veut la jouer, ça fait qu'ils font une autre map. Puis tout le monde veto cette map là anyway. Ça fait que ça. Parce que personne l'a joué, c'est comme ça. Ouais, parce qu'il est pas sur le ladder, ça fait que personne veut la jouer anyway. Là. C'est comme ok, ben, lose. Ouais, c'était pas un gros move. Il faudrait avoir genre un reverse Dream Pool où c'est toutes les pires maps ever. Genre Core Hall Carnage Knockout. Genre Slag Pits. Genre Ulrena ou de quoi de même. Steps of War. Steps of War. Mais Only je veux Rush. dire, si tu fais ça, ça va être le dernier clou dans le cercueil pour StarCraft. Oh ouais, si non, c'est ça. arrive. Si Blizzard a envie de tuer StarCraft, c'est comme. Il faut un reverse Dream Pool, là, genre. Pas mal ça. Sinon, en termes de Blizzard puis StarCraft puis les RTS, qu'est-ce que t'aurais envie de voir pour StarCraft dans le futur? Ben, c'est sûr que je pense pas qu'on va avoir un successeur qui va venir. Puis même avec la nouvelle mentalité de Blizzard, je pense que je voudrais pas en voir un, parce que je pense qu'il serait pas à la hauteur de nos attentes. Ouais. Je pense qu'ils sortiraient sûrement un produit rushed out comme ils ont fait avec ben de leurs produits récemment. Puis ça Ouais, serait... juste pour grab du cash un peu, hein, puis... Exact. Comme moi, j'ai vraiment été déçu par le Warcraft 3 Reforged launch, où ils sont débarrassés de tout ce qui était Warcraft 3 Ouais. pour faire un interface qui ressemblait à un jeu de iPad. Ouais. J'espère que ça va être naturellement que ça va se passer. Comme StarCraft est devenu naturellement un jeu populaire. C'était pas basé pour être un jeu incroyable, StarCraft Brood War. C'était un jeu, c'était un projet qui ont mis qui ont mis jusqu'au bout. Puis ils s'attendaient jamais à ce que ça aille un gros boom des e-sports comme ça. Là. Puis c'est un peu ça la magie qui fait qu'on a accroché. Parce que c'était pas censé être ça. On a juste tellement aimé le jeu que ça en est devenu un e-sport. Ouais. Je pense que la mentalité s'est un peu perdue récemment où que les gens essaient de faire des jeux pour être des e-sports. Ça fonctionne pas vraiment, on l'a vu tellement par le passé. La plus grosse différence entre un jeu qui devient un e-sports puis un jeu qui est créé pour être un e-sports, c'est que quand un jeu est créé pour être un e-sports, le développeur du jeu sait tout ce que le jeu est supposé être capable de faire. Tandis que quand un jeu n'est pas supposé être un e-sports, c'est là où on découvre des techniques que les développeurs ont peut-être pas intended, qui fait en sorte que tu peux pousser le jeu beaucoup plus loin. Genre, les développeurs de StarCraft 1 savaient pas que tu pouvais jouer aussi rapidement. Tu sais, ils ont mis des hotkeys
Mais genre, ils ont pas fait un setup pour que comme tu sois capable de faire tout ça, que tu sois capable de glitcher des units, que tu sois capable de mélanger tes mécaniques avec les glitches des units pour comme pousser le jeu encore plus loin. Même chose avec Melee aussi, il y a plein de choses qui étaient vraiment pas intentionnelles pour être un e-sport, puis c'est devenu tellement genre avancé comme jeu. Parce que maintenant, quand tu fais un nouveau jeu, toutes les mécaniques et tout, c'est tellement intentionnel que tu peux pas pousser un jeu plus loin que ce que le développeur voulait que tu le pousses. Là. Exact, ça devient un peu comme un fighting game. Il faut que toutes les options soient préparées un peu comme un Street Fighter. Là. Mhm. Tu peux pas vraiment aller plus loin que les moves qui sont inclus, mais ça devient comme de l'application mécanique un peu. Mhm. Mais c'est ça que je vois qui est incroyable dans ces jeux-là, c'est qu'on a eu la chance de les voir se développer. Même avec League of Legends, au début, c'était pas nécessairement censé être aussi gros que ça. Dota, Mhm. c'est des jeux que, à cause de la passion du public, sont devenus gros. Puis je pense que ça va être ça, le successeur à StarCraft. Ça va être un jeu qui va être compétitif en un contre un, qui va avoir un peu des mécaniques similaires, puis il va y avoir une transition qui va se faire avec le temps, ou StarCraft va faire comme Brood War, puis ça va rester un pilier à travers les années avec sa petite niche de joueurs qui sont encore fidèles. Mhm. Um, pour un petit peu conclure le podcast, ça c'est une question que je vais test run avec toi un petit peu. Je vais te mettre légèrement de spot. Mais tu sais, il y a beaucoup de fois à StarCraft, surtout à cause de juste de la nature de StarCraft, mais le fait qu'on arrête de jouer puis on recommence à jouer. C'est quoi les raisons qui ont fait en sorte que tu as arrêté de jouer, puis les raisons qui ont fait en sorte que tu as recommencé aussi? Ou est-ce que tu te rappelles un petit peu des moments où quand Ouais, ça mais je arrivait m'en tout ça? souviens par cœur quand j'ai arrêté de jouer. En fait, j'ai arrêté de jouer dans mon prime en 2016 quand j'étais top master sur la frontière des GM. Hmm. Vraiment, tu sais, j'allais sur SC2 rank, j'étais dans le top 300, top 200 souvent. Mhm. Puis, dans le fond, j'ai arrêté parce que j'ai perdu la finale dans High School Star League dans laquelle j'étais inscrit, puis j'ai perdu Mhm. dans le top 4. Mhm. Puis je me suis découragé après ça. Je me suis dit, OK, ça vaut pas vraiment la peine. Je suis peut-être pas aussi bon que je veux être. Mhm. Puis j'ai give up en 2016 un peu. Puis je me suis mis à jouer à d'autres jeux, je me suis mis à faire d'autres choses, prendre d'autres choses plus au sérieux Mhm. que le gaming. Puis je suis revenu récemment à cause de la COVID, puis de l'annonce des tournois, tu sais, des bigs du Québec, puis le gros tournoi. Mhm. C'est ça qui m'a fait revenir parce que j'étais comme, ah, ça me rappelle un peu de bon vieux temps, puis j'ai Mhm. rejoint un peu à StarCraft, puis j'ai repogné la piqûre. Puis comme tu as dit, quand t'arrêtes, on dirait que c'est un jeu qui est comme un peu naturel quand tu as beaucoup joué. Mhm. Mais quand tu prends des pauses, on dirait que tu remarques des affaires où tu vas chercher d'autres éléments dans d'autres choses dans ta vie ou dans d'autres jeux Mhm. qui améliore ton playstyle d'une façon incroyable. Mhm. Yeah, for sure, for sure. Ouais, non, je présume aussi, quand t'avais arrêté, c'était ou quand t'es fait bad dans le top 4 et tout de ton tournoi. Dans le fond, c'est pas mal ça qui t'a découragé, je présume, parce que t'as mis beaucoup d'efforts, puis comme ça a juste pas marché, genre, puis ça t'a comme, t'as fait Ouais, fuck ben it. c'était un peu, je me suis fait stomp dans le temps que des Reaper All-In, c'était l'affaire la plus populaire, parce que Beyond était comme Hmm. le top player. Je me suis juste fait Reaper All-In, je pense, 6 games. Hmm. C'était violent. Puis ça m'a vraiment comme turn off. Là, ok, c'est ça le top level tu sais, de Ouais, StarCraft. Et ça, je jouais contre des top GM. Je me suis comme un peu. J'étais off. ouais. Puis je suis allé faire d'autres choses. Je me suis dit que c'était peut-être pas pour moi. Mais en même temps, j'ai tout le temps comme gardé un œil sur la scène. Puis les tournois. Tu sais. Mhm. J'ai checké le Rise de Serral. Puis tout, même si j'étais pas en train de jouer. Là. Mhm. J'ai tout le temps eu. Mon cœur a tout le temps été avec StarCraft 2. Hmm. C'est toujours tricky. En fait, je pense que les gens, quand ils arrêtent ou ils prennent des pauses, c'est surtout à cause de la méta actuelle là, auquel ils sont, puis qu'ils aiment vraiment, vraiment pas ça. Je me rappelle un des temps où j'avais arrêté de jouer pendant quand même un bon bout. Je pense que j'avais pas joué pendant. Ça va paraître vraiment huge. J'ai pas joué pendant 3 4 mois. Oh shit! Il y en a qui jouent, tu sais, qui jouent plus pendant des années, là. C'est Ah, insane, moi, là. c'est comme 3 4 ans. Là. Ouais, ouais. Moi, j'ai arrêté de jouer, je pense, pendant comme 4 mois de quoi de même, ce qui est balo insane pour moi, là, mais comme. C'était dans le temps où les Ultralisks, ils avaient genre 8 d'armure. Les Ultralisks étaient intuables. Il y avait aucune façon de les tuer. Même genre avec les snipes, ça se faisait pas. Genre, c'était juste. Un Zerg pouvait peut-être sur 2 bases faire des Ultralisks puis battre genre un 4-5 bases Terran. C'était absolument ridicule, dude. Des fois, il y a des trucs qui sont tellement cheesy, pas à cause des stratégies, mais à cause des units ou des méta ou des compositions, que tu peux juste fucker, ça me tente plus de jouer, genre. Tu sais, un petit peu comme les Swarm Hosts et tout. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est souvent à cause des méthodes, des fois, qu'on arrête de jouer ou qu'on prend des pauses, là. For sure. Ouais, ben c'est sûr. Tu sais, le jeu, il faut qu'on ait du fun, il faut un peu qu'on ait une stratégie qui est le reflet de notre personnalité. Je pense quand tu joues, c'est plus que tu es à l'aise puis tu joues à un bon niveau de jeu, tu sais.
chaque personne a un style différent. Puis StarCraft, il y a tellement de facettes que tu peux être vraiment bon à certaines choses, puis ça te donne un avantage. Puis tu peux être vraiment moins bon à d'autres choses, mais tu peux quand même jouer à un niveau de jeu parce que tu sais comment contrer tes propres faiblesses. Puis en fait, finalement, pour un petit peu conclure le podcast, t'as-tu des objectifs personnels que tu veux te mettre à StarCraft? Est-ce que tu veux redevenir genre vraiment High Master? Est-ce que tu veux être GM ou... En ce moment, c'est vraiment d'essayer d'être le meilleur que je peux être. J'essaie de mettre un peu de temps dans le jeu parce que j'ai du temps en ce moment. Puis j'essaie vraiment de me pousser à être le plus haut rank que je peux, puis d'être vraiment le meilleur joueur que je peux, parce que c'est un peu tout le temps la mentalité que j'ai quand je joue à un jeu. C'est sûr que être GM, ça serait tout dans le rêve qui reste undecided. C'est mon rêve de petit gars que j'ai jamais atteint. J'ai tout souvent été proche, jamais atteint. Fait que c'est sûr que j'ai ça derrière la tête, mais je reste réaliste, puis je sais que je suis pas super bon, mais j'essaye. Excellent, malade. Ouais, Neverwinter, merci énormément d'être passé sur le podcast. J'espère bien sûr te revoir dans les prochains tournois. J'espère que tu prends pas de pause. Il y a pas de 3x Reaper en ce moment. Je pense que tu vas être good pour un bout. Hell yeah, vous allez me voir pour encore longtemps tant qu'il n'y a pas des gros cheese comme ça. Tant qu'il n'y a pas des baraques dans ma base qui me font des Reapers. Constamment, ouais, c'est ça. Je pense que tu vas être good pour un bout. Nice. Bon, alright. Merci beaucoup de passer. Merci d'avoir reçu à ton podcast. Yes, absolument. On se verra au prochain tournoi. J'espère qu'on va se pogner encore une fois. Je sais qu'il y a un rematch qui doit se faire entre nous éventuellement, là, mais j'espère que ça va se passer. Ouais. J'ai beaucoup de pratique sous ma cravate depuis la dernière fois qu'on a joué. Avec un petit peu de bracket. De bracket luck, ça se peut qu'on y arrive. Ben, hey, moi, j'ai beaucoup de games à checker de toi, donc je pense que je vais pouvoir me préparer également si jamais ça arrive. Ouais, j'en ai plusieurs, donc tu vas pouvoir m'analyser de fond en comble. Ouais, c'est ça. Comment hold tes all-in. Pas tes all-in, mais ton côté agressif, mettons. Ouais, faut juste pas que tu te laisses overwhelm, je pense. Ouais, tu gardes ta tête over the water, pis t'es correct. Ça va dépendre. On va voir. Je pense que ça va être intéressant. Alright, cool. Bon, merci beaucoup et on se verra la prochaine. Bye bye. Ciao.